Alors on compare, on prend, on teste, on utilise. Puis on jette, on remplace et on amasse. Pas seulement les choses, les personnes aussi. Nos relations amoureuses et sexuelles sont à l'image de la société de consommation dans laquelle nous avons grandi. Pourtant, nous voulons être aimés. Être aimés durablement, être aimés pour ce que nous sommes. C'est notre désir le plus profond. Alors pourquoi y renoncer puisque c'est possible de le réaliser? Je suis Thérèse, la cofondatrice de SEM, et vous écoutez Love Care, le podcast de l'amour durable. Elle aime les grands espaces et la solitude. Elle aime intensément son mari. Une bonne bière aussi, prendre des bains, se laisser surprendre par la puissance de l'intimité des cœurs dans les relations. Bonjour Sophie. Bonjour Thérèse. Je suis très heureuse de te recevoir dans ce podcast et puis même j'étais très impatiente parce que on a eu l'occasion de se rencontrer dans le cadre d'une présentation de nos différents projets. Tu vas nous expliquer ton projet qui est vraiment tourné vers les couples qui vivent des moments de séparation géographique. Alors moi ça m'intéresse personnellement parce que c'est quelque chose que je peux vivre régulièrement. Ça m'intéresse parce que j'ai des frères et sœurs qui peuvent vivre cette expérience aussi, des amis, des patients et je pense que ça peut rejoindre une réalité que de nombreuses personnes connaissent. Donc, merci beaucoup d'être là. Et peut-être, avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter ? Merci Thérèse de ta confiance. Je suis également très heureuse de te retrouver. Je suis Sophie Sébastien. Je suis conseillère conjugale et familiale, une jeune conseillère conjugale et familiale qui a un parcours professionnelle tournée plutôt vers le monde hospitalier puisque je suis infirmière de formation initiale, cadre de santé. Les cadres de santé ne sont pas très connus, mais en tous les cas formatrice en école d'infirmière pendant de nombreuses années. J'ai beaucoup appris de ce parcours sur l'accompagnement des patients, l'accompagnement des équipes. Je me suis beaucoup intéressée à la fin de vie, l'accompagnement au deuil. Et puis, au détour d'une vie bien remplie, j'y reviendrai sûrement, d'une vie familiale en tous les cas bien remplie, assez bousculée peut-être par la mobilité géographique et la séparation en particulier. J'ai vécu un burn-out peut-être salutaire, c'est le mot quand même que j'emploierais aujourd'hui avec du recul, qui m'a permis de me retrouver et de savoir exactement vers quoi j'avais envie d'aller pour continuer dans ces démarches d'accompagnement. Et c'est le couple, les familles qui se sont en tous les cas imposées dans ce choix. Jeune diplômée, j'ai envie de dire, j'ai rencontré, ou en tous les cas on s'était rencontrés d'ailleurs sur les bancs de l'école, Aude Lassara, qui est aujourd'hui mon associée. Et nous avons lancé, c'est une jeune pousse, une jeune entreprise qui s'appelle le cabinet Exprime, et qui a pour ambition d'accompagner autrement la mobilité géographique. Pourquoi je dis autrement ? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses mises en place pour accompagner la mobilité géographique des collaborateurs, des militaires. Les entreprises proposent des packages mobilité, il y a un plan famille pour les armées. Donc on ne peut pas dire que ça ne soit pas pris en compte. Pour le coup, on s'est rendu compte qu'il y avait une part de la mobilité peut-être un peu invisible, qui laissait des traces au sein des couples et des familles. Je dirais même aussi des étudiants qui ont des vies amoureuses, qui aujourd'hui partent à l'étranger facilement pour des masters, des Erasmus. Et qu'en tous les cas, l'éloignement, le changement pouvaient laisser des traces dans les relations. Et on s'est dit que c'était une bonne porte d'entrée pour permettre aux couples et aux familles de se retrouver, que les choses soient dites et qu'en tous les cas, c'était vraiment nécessaire de s'y intéresser et de le prendre en compte. D'où le cabinet Exprime qui est né en juin 2022 avec Aude. Quelle bonne idée. C'était nécessaire parce que toutes celles et ceux qui ont déjà vécu des moments de séparation au sein de leur couple ont expérimenté que c'était quand même pas évident de s'aimer à distance. On dit loin des yeux, loin du cœur. C'est quand même l'expression. Est-ce que tu pourrais peut-être nous dire quelle est la plus grande difficulté que la majorité de ces couples traversent ? Alors, dans la mobilité géographique, je vois deux choses. La mutation, le déplacement en famille, qui n'est pas forcément la séparation, qui va plutôt être le mouvement, le changement, le déracinement. Et puis, il y a la séparation. Et ça, la séparation,
On peut la vivre dans le célibat géographique, qui est aujourd'hui même plutôt répandu maintenant depuis la pandémie, d'ailleurs, en particulier, avec des familles qui restent en province et un des conjoints qui vient en région parisienne ou sur une autre ville 3 jours par semaine. C'est une forme de mobilité géographique. Il y a en particulier parce que je l'ai vécu étant femme de marin, les séparations, et parfois au très long cours. Il peut y avoir des séparations de 3 jours, mais il peut y avoir de longues séparations d'au moins 5 mois, moi j'ai vécu jusqu'à 9 mois par an. Alors, puisque ta question est centrée sur la séparation, je dirais que la plus grosse difficulté, c'est de vivre des vies parallèles. Des vies parallèles qui ont du mal à se rejoindre, avec toute la bonne volonté du monde de communiquer sur ce qu'on dit, sur ce qu'on vit. Il y a quand même la famille pour l'un, la carrière pour l'autre, un qui va porter forcément plus la charge de famille, ça c'est certain. Pas forcément la femme, je suis pas du tout... les couples sont très égalitaires aujourd'hui, mais peu importe, déjà des quotidiens différents. Et dans ces quotidiens, on n'a pas les mêmes préoccupations. On n'a pas les mêmes amis même parfois, ni même les mêmes sorties, ni même la même énergie à fournir. Et ça va être une première difficulté pour avoir... La première difficulté, ça serait de réussir à se rejoindre dans ce qui est différent et dans ce qui n'est pas partagé. Je te donnerai un exemple assez simple, mais qui a beaucoup marqué notre couple. J'avais 2 petites filles en bas âge. Et alors moi, je suis plus toute jeune, donc on découvrait les bateaux. Quand je me suis mariée, les bateaux n'avaient pas de liaison téléphonique. Donc on s'écrivait des lettres, c'est très beau. Mais un jour est arrivé le téléphone satellite. Et là, miracle, mon mari part pour 5 mois et on peut se téléphoner. Et là, on se dit, ça va changer, la séparation ne va pas être la même, c'est merveilleux, on va pouvoir s'appeler tous les jours. Catastrophe pour notre couple. Catastrophe d'avoir un mari à 6000 km qui ne vit pas mes préoccupations, qui est une vie bien remplie, très occupée professionnellement, et on ne se rejoint pas. Chaque coup de fil, en fait, était déjà une souffrance pour moi de lui dire, tu sais, notre aînée, aujourd'hui, elle a 40, c'est vraiment dur, j'ai pas dormi de la nuit, et d'entendre seulement au téléphone de toute manière, grosso modo, c'est « je reviens dans 5 mois ». Je ne peux pas être là, je ne peux pas te rejoindre. Et donc ça a été un premier signal d'alerte pour notre couple, ce qui nous a permis de mettre des choses en place pour essayer de se rejoindre tout en mesurant qu'on était un peu célibataires chacun. Voilà, je crois que c'est les vies parallèles qui sont, à mon sens, le premier danger. Et alors si une des plus grandes difficultés pour les couples qui sont séparés, ce sont ces vies parallèles, pour des couples qui partent vivre une expatriation, qui partent ensemble dans une autre ville, dans un autre pays, et qui embarquent leurs enfants, quelle est la plus grande difficulté pour ces couples-là ? C'est très intéressant comme question et c'est justement très différent de la séparation parce que j'ai envie de dire, si d'emblée j'annonçais à ma famille ou mes amis que mon mari allait partir 5 mois, tout le monde s'accorde à se dire ça va être difficile. Donc j'ai envie de dire déjà, je ne dis pas qu'on est rejoint dans notre quotidien, mais d'emblée on mesure que ça ne va pas être simple pour Sophie et donc on va être présent et l'accompagner. Dans une mutation ou une expatriation, il y a quelque chose qui est beaucoup plus valorisé socialement, parce qu'elle met en mouvement, parce qu'elle donne de l'énergie, elle invite à la curiosité, on peut la regarder comme une belle expérience familiale, et donc il y a quelque chose de l'ordre du mythe, surtout si en plus vous partez vers un pays un peu étonnant. Nous on est partis en Guyane, ça peut donner, c'est un pays qui peut un peu donner des étoiles dans les yeux, et donc là je crois qu'il y a une forme d'excitation au départ. Et la plus grosse difficulté, ça va être, un peu comme dans le mariage, la lune de miel, une fois passée, c'est la désillusion. La désillusion parce qu'en fait, il y a le déracinement, les amis qu'on a laissés, les proches, parfois des enfants qui ne s'adaptent pas si bien. On a beau les stimuler en disant qu'ils vont revenir bilingues, il faut quand même être dans des nouveaux systèmes scolaires. Un conjoint suiveur qui pensait pouvoir continuer le télétravail et puis en fait c'est pas si simple, des différences culturelles. Le conjoint qui est parti et qui lui est sur une prise de poste, pas si simple non plus.
Donc vient un peu cette désillusion avec une fatigue, parce qu'en fait, ça demande quand même beaucoup d'énergie. Et ça, tout le monde se l'accorde à dire. Il faut trouver une maison, il faut se renseigner, il faut bouger, découvrir une nouvelle ville, rencontrer des nouveaux amis. Enfin, et je crois que la première difficulté, elle est cette espèce de chute qui, en plus, n'est pas tellement entendue par l'entourage. Ah, t'es à l'île Maurice, ça doit être génial. Et donc, le plus dur, c'est qu'on ne s'autorise même pas à se plaindre. Un petit peu comme ce qu'on entend maintenant sur la maternité. Ah, t'as un nouveau-né, ça doit être merveilleux. Ben non, en fait, je dors pas la nuit, je suis épuisée, et puis c'est pas si simple. Tout ce qui est très valorisé socialement est parfois plus difficile à mettre en mots et à être complètement intégré pour s'autoriser, en fait, à trouver ça difficile. Mais alors du coup, Sophie, je te pose la question très simplement. Est-ce que c'est possible ? D'abord, est-ce que c'est possible de vivre un amour à distance ? Au bout de combien de temps c'est trop dangereux pour le couple ? Est-ce que c'est au bout d'une semaine, 5 mois ou est-ce que c'est le fait que ça s'installe dans un schéma régulier ? Par exemple, moi, intuitivement, j'aurais plus de difficultés à vivre avec une séparation qui s'est installée régulièrement, c'est-à-dire que moi, je suis en province, mon conjoint va travailler à Paris et part du lundi au jeudi ou au vendredi. Et c'est quelque chose qui est routinier. Par exemple, moi, je trouverais ça plus risqué pour ma relation parce que j'ai l'impression qu'on aurait vraiment une double vie chacun. Et tu vois, c'est dans mon imaginaire, hein, je te le transmets comme ça de façon hyper spontanée. Et il partirait faire une course de bateau pendant 3 semaines. Je le vivrais de manière beaucoup plus sereine, ou bien il partirait faire un projet professionnel pendant plusieurs mois aussi. Enfin, quand c'est limité, ça me semble plus facile. Déjà, quand je te dis ça, qu'est-ce que tu en penses ? D'abord, au niveau de la distance géographique, on va revenir sur ce premier point. Ça m'amuse un peu et ça me fait sourire de t'entendre dire ça, parce qu'en fait, je ne suis pas du tout surprise dans tous les cas de ton premier choix spontané qui serait peut-être plutôt de vivre une séparation ponctuelle, peut-être longue, plutôt que le quotidien, parce que c'est ce que je te disais tout à l'heure, je te voyais bien vivre des choses assez intenses. Et la séparation sur un temps plus ou moins long, mais qui serait plus ou moins ponctuel, est quelque chose d'intense. Donc, je ne suis pas très surprise. Ce qui me convenait aussi, je crois, assez bien. On peut y arriver, c'est propre à chaque couple. Je ne pourrais pas dire qu'est-ce qui est le plus facile ou le plus difficile. En tous les cas, ce qui va venir user, c'est ou quand ça se répète, ou quand ça dure trop longtemps. Alors, un couple peut très bien trouver son rythme pendant 10 ans avec un célibat géographique. Je remets pas ça en cause. Mais s'il y a une souffrance de la part de l'un de deux qui est enfouie, qui n'est pas exprimée, c'est là que l'usure va arriver avec une notion qui est un peu conceptuelle, mais qui s'exprime assez bien, que je vais illustrer par un exemple, qui est la question de la dette. La dette dans un couple, c'est « tu es redevable » ou alors « je me sens redevable ». Grâce à moi, tu as réussi ta carrière, j'ai mis la mienne entre parenthèses, aujourd'hui c'est mon tour, j'en ai marre. Je me suis occupée des enfants pendant 10 ans, j'en ai assez. Voilà, c'est la question de la dette. Et ça, la question de la dette, c'est un vrai sujet pas du tout que sur la mobilité géographique au sein des couples, hein. On le voit en entretien, elle se pose sur plein d'autres sujets, ne serait-ce parfois le mot est mal choisi, mais ne serait-ce que la maternité. Qui est pour certaines femmes une forme de « tu as une dette envers moi ». Donc la question de la dette, en tous les cas, quand il y a une séparation comme ça des vies, une double vie, comme tu l'expliques bien, je parlais tout à l'heure de vie parallèle, je trouve que double vie, c'est bien trouvé, peut fonctionner, mais il faut vraiment que le couple soit suffisamment connecté pour voir où est le point de limite. Là, maintenant, en fait, ça n'est plus possible, et c'est peut-être déjà trop tard. Donc, une grande vigilance, en tous les cas, à avoir sur cette capacité à le supporter. Donc j'entends dans ce que tu me partages une grande vigilance sur ce qui est difficile, de savoir l'exprimer à l'autre pour rester connecté, et puis de faire très attention à ce concept de dette. Et alors moi, ça me fait sourire quand tu parles de ça, parce que dans mon précédent mariage, on avait cette expression de la dette, et on comptait les points, et en disant la dette, c'était vraiment
une blague entre nous qui n'était pas du tout une blague, qui était une vraie réalité. Et la relation, en fait, elle a explosé parce que la dette était tellement grande que moi, en fait, à un moment, à New York, je lui ai dit, en fait, j'en ai ras-le-bol. Ça fait 10 ans que je fais tout pour toi, pour la famille. Et moi, j'ai besoin aussi d'exister. Et j'ai vraiment dit, maintenant, la dette, c'est plus possible. Et puis, à un moment aussi, avec la dette, c'est qu'on a l'impression que jamais tu vas réussir à la rembourser aussi, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est que tu as tellement donné jusqu'à l'épuisement pour l'autre en fait, tu dis, maintenant, c'est à mon tour d'exister. Et on voit bien que là, il y a quelque chose qui n'est pas du tout ajusté dans la relation et qui me semble aussi très dangereux. Et aujourd'hui, moi aussi, je passe beaucoup de temps à dire aux couples que je rencontre, où j'accompagne, attention à ce concept-là de renoncement, de sacrifice pour l'autre, parce que ça va vous péter la figure à un moment ou à un autre et ça ne va pas servir votre amour. Ça te rejoint ce que je te dis là ? Oui, complètement. Alors moi, je suis très proche du monde militaire. Il y a beaucoup de dettes au sein des couples. La mobilité géographique, elle est dans l'ADN du militaire. Donc la question, elle n'est même pas de est-ce qu'on prend la décision de bouger. Elle s'impose. Il faut, à mon sens, pour peut-être éviter la dette, alors il y en aura toujours. Le calcul, ce n'est pas la même chose que la dette. Si on se met à calculer et à compter les points, c'est là qu'il y a un vrai danger. Il peut y avoir une dette. Moi, je crois que j'accepte aujourd'hui que mon mari ait pu continuer sa carrière, sûrement au détriment de ma vie professionnelle, mais c'est un choix que j'ai réussi avec le temps. Déjà, j'en ai pris conscience. Il est assumé. Et j'y vois aussi la valeur ajoutée pour moi et pour notre famille. Ça, c'est un travail que j'ai fait, je pense, après mon burn-out, justement. Ça en faisait partie, en fait, cette mobilité géographique et cette usure que j'avais. Elle était certes professionnelle, mais aussi familiale, d'avoir beaucoup porté. Et comme j'avais envie de reconstruire et de repartir, et qu'on avait envie de continuer notre amour, les choses sont aujourd'hui plus apaisées en mesurant aussi, en tout cas, un vrai travail d'introspection de « je n'ai sûrement pas choisi cette vie-là par hasard, je ne suis pas avec toi par hasard », une expression que tu connais qui est « à l'occasion de toi ». Grâce à toi, je suis et on est ce qu'on est aussi grâce à tout ça. Sans cette intensité, sans ces séparations, sans ces mutations nombreuses, on n'en serait sûrement pas là. Mais c'est un travail qui vient après un regard authentique sur la blessure et sur je vais dire presque une obligation d'aller dans le cœur à cœur et que chacun puisse reconnaître à l'autre ce qu'il a, je ne vais pas dire subi, en tous les cas, ce qu'il a mis en lui, porté et cru, cru que ça irait, alors qu'en fait ça n'allait pas. C'est un travail avec le temps, ça peut se faire avec le temps, toujours dans l'échange et surtout une vraie réflexion, quoi. Pas se dire je me laisse porter, je verrai après. À mon sens, ça marche pas. Oui, c'est ce que j'aime beaucoup dans ta proposition, c'est de reprendre la responsabilité de sa vie, de dire qu'une partie de moi a choisi cela aussi, ou adhère, comment est-ce que je peux y trouver une joie profonde à être là, dans cette vie-là. Cette responsabilité, à mon avis, elle est essentielle, au lieu d'accuser l'autre, finalement, d'être responsable de la situation qu'on traverse. Donc ça me semble fondamental. Mais tu vois, dans ces situations d'expatriation en particulier, et parfois donc, de séparation géographique, c'est comme si il y en avait un des deux membres du couple qui avait soit une passion plus importante que l'autre, ou un métier vocationnel, quelque chose de plus fort qui allait entraîner tout le couple. Et souvent, moi j'ai pu observer qu'il peut y avoir des déséquilibres, c'est-à-dire que pour différentes raisons, en fonction des âges auxquels on s'est rencontrés ou quoi, l'un a plus développé son projet professionnel que l'autre, et celui qui a un plus fort projet professionnel l'emporte sur l'autre, au point parfois d'étouffer l'autre ou de ne pas permettre à l'autre d'exister. Ou même de pouvoir exister, développer son projet professionnel s'il se met en couple avec quelqu'un qui n'en a pas trop. Tu vois, ce déséquilibre-là, ça te parle ? Oui, tu as tellement raison. Je dirais même, en dehors peut-être pour revenir à mon expérience,
d'un mari qui est militaire, engagé, passionné par son métier, avec des amis qui me disaient assez simplement « tu es infirmière, c'est super, tu vas pouvoir le suivre et trouver du boulot partout. Grosso modo, tu ne mettras pas ta carrière entre parenthèses. » En fait, pas du tout, parce qu'avec un mari militaire qui n'est jamais là, une infirmière ne travaille pas le week-end, ne travaille pas la nuit, ne travaille pas le soir, et en fait est bien embêtée avec des enfants pour exercer son métier sans son mari. Donc en fait, il s'est révélé que c'était très difficile pour moi de continuer à travailler, alors qu'en effet, j'avais un peu du travail partout. Il y a, en dehors de, en effet, cette passion qui peut venir susciter le déséquilibre. Je reviendrai encore à et pourquoi je l'ai choisi. Sûrement parce qu'il était passionné, sûrement parce qu'il était engagé. On adhérait l'un et l'autre à une notion de service. On était tous les deux dans le service public. Je pense qu'il y avait quelque chose de l'ordre et qui me plaît. Aujourd'hui, je reconnais que j'aime ça, c'est mon mari. Son engagement est aussi le reflet de l'engagement qu'il peut mettre dans notre relation. Donc en fait, ça me plaît assez. Puis il y a aussi parfois des déséquilibres, et là, c'était aussi un déséquilibre de réalité financière. Il est très clair que si moi j'avais dit à mon mari nous resterons à Paris avec un salaire d'infirmière et 3 enfants, ça ne tient pas. Notre vie de famille ne tient pas. Là, c'est une réalité et je le vois dans les couples qu'on accompagne, celui qui gagne le plus est souvent celui qui entraîne. Pour le coup, je crois qu'aujourd'hui, je garde une revanche là-dessus. Il y a un cercle vicieux qui va s'installer parce qu'on va à un moment prendre un choix de partir à l'étranger. Alors, souvent aussi, quand les enfants sont petits, au moment où on construit sa famille, ça tombe bien de partir à l'étranger parce que quand ils sont petits, il n'y a pas trop de problèmes de scolarité. Donc, au moment où on développe sa carrière, il va y avoir à la fois le phénomène de la maternité, enfin l'expérience de la maternité qui peut faire qu'on diminue professionnellement. Et si en plus on le cumule avec l'expérience de l'expatriation, on diminue encore plus professionnellement. Et puis, la famille peut s'agrandir. Et à un moment, on a des charges familiales assez importantes. Puis peut-être on s'est aussi habitué à un certain niveau de vie, un certain confort de vie. Et donc, on ne peut plus opérer le point de bascule puisque maintenant, on est bloqué. Donc, par exemple, je prends le cas un peu classique, mais excusez-moi de prendre ce cas-là, mais il est tellement encore courant où c'est peut-être monsieur qui est parti et madame qui suit et qui fait 1, 2, 3, 4 enfants à l'étranger. Mais lui, il a développé sa carrière, il a développé un certain niveau de vie et elle ne pourra pas le rattraper. Tu vois, cette histoire aussi de rattrapage, on parlait de dette, mais de notion de rattrapage. Comment est-ce qu'on fait pour gérer ça au sein d'un couple? Parce que ça, c'est une vraie aussi difficulté. La première chose, c'est que ça puisse être dit. Ça ne va pas suffire. Mais que ça puisse être dit. Je souffre aujourd'hui, après 10 ans, même si j'ai été très heureuse d'élever mes enfants, de mesurer que le nid va se vider et que quelque part, j'ai le sentiment, certes, on a construit une belle famille, on l'a construit ensemble, mais de ne pas avoir existé, comme tu le disais tout à l'heure, de ne pas avoir réussi professionnellement. Si c'est dit et si c'est écouté, ça peut déjà être rejoint. Je vois beaucoup de couples qui me disent en entretien « mais vous savez Sophie, on communique très bien ». Et la communication s'organise autour des reproches en fait surtout. En fait, ils se disent les choses, mais ils se disent des choses très dures. Si la communication se fait dans une écoute et dans l'intimité des cœurs je comprends, en fait je te rejoins et tu as raison, tu as beaucoup donné, il y a déjà une forme de reconnaissance pour le conjoint suiveur qui est essentielle parce que comme elle n'a, je vais parler de la femme et ça pourrait être l'homme, mais cette reconnaissance sociale peut-être d'avoir réussi dans la carrière, si en plus elle n'a pas la reconnaissance dans le regard de son conjoint, alors là c'est le vide intersidéral au fond d'elle-même. Je suis assez surprise parfois de voir que les couples en oublient des phrases simples dans leur communication de « s'il te plaît », merci et pardon de ne pas avoir vu, merci d'avoir donné tant d'années pour nous. Et peut-être aussi, à un moment, il est vrai, alors nous c'est ce qui s'est passé et c'est plutôt une chance pour notre couple, de dire oui c'est un peu ton tour. Et c'est pour ça que j'ai pu reprendre des études avec des sacrifices familiaux, mais où mon mari s'est beaucoup plus impliqué. Justement, j'ai choisi alors le moment où il était moins en déplacement et plus présent. Mais pour lui, c'était une évidence que oui, Sophie, et ça c'est aussi, et je l'en remercie, même si quelque part il y a quelque chose de l'ordre de la revanche et de la dette, je le remercie de
de s'être mis à cette écoute. C'est très apaisant de t'écouter. Vraiment, merci pour ce que tu dis. Parce que moi, j'entends bien que deux personnes qui peuvent s'écouter sur ce qu'elles vivent et se dire je comprends et merci pour ce que tu fais, merci pour ce temps que tu as consacré aux enfants ou de toute l'énergie que tu as mis pour trouver l'appartement, l'école des enfants, etc. Merci et pardon, je trouve ça déjà très apaisant de l'entendre et de se dire que là on a quand même déjà une voie pour garder de la connexion malgré ces difficultés qu'un couple peut traverser. Mais il y a une chose dont je voudrais aussi parler, c'est que l'expatriation, je reviens aussi sur cette expérience-là particulière, fait qu'il y a un déracinement. Et dans le déracinement, on ne va pas tous réagir de la même façon. Et ce que j'ai pu observer, parce que pour la petite histoire, moi j'ai vécu aussi 3 ans et demi à New York, donc j'étais avec une population aussi d'expatriés, c'est là que j'ai commencé à faire du conseil en vie affective, relationnelle, sexuelle. J'ai vu beaucoup de couples qui commençaient à partir un peu dans tous les sens parce que le fait de se retrouver sans famille, sans amis d'origine, dans un nouveau lieu, souvent avec beaucoup plus d'argent qu'on en avait auparavant, on peut un peu disjoncter, on peut un peu péter les plombs, on peut commencer à s'inventer une nouvelle identité, s'inventer des nouvelles histoires. Quand je dis ça, évidemment, je pense à toutes les relations extra-conjugales qui peuvent commencer à venir à la faveur d'une expatriation. Parce que c'est comme si on avait un peu perdu ses repères. Je pense aussi à des expatriations en Asie. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai aussi eu l'occasion de le voir dans mon cabinet. Je ne sais pas comment ça rejoint aussi ton expérience de professionnel. C'est qu'en Asie, on a aussi un autre référentiel en termes de relations, d'amour, de mariage. Et le fait d'être expatrié là-bas peut aussi complètement te dérouter sur ta façon de vivre le mariage, l'engagement, la fidélité à la sauce judéo-chrétienne, française, occidentale. Tu vois, dans quelle mesure le fait de partir à l'étranger vient aussi déstabiliser à ce niveau-là, au niveau des repères? Je dirais qu'il y a une forme d'excitation à partir. Et dans l'excitation, on parlait du mythe un peu, de ça va être génial, ça va être une vraie découverte, qui donne une énergie, qui fait qu'on n'est plus sous le regard des mêmes personnes, comme si on se libérait un peu. D'ailleurs, l'expatriation permet parfois de couper des liens et c'est très sain, d'en recréer d'autres. Pour autant, en effet, elle peut être placée dans une forme de parenthèse. Souvent, l'expatriation, d'ailleurs, elle est sur 1 à 3 ans. Et il faut que tout aille très vite, en fait. Et c'est pour ça que ça demande beaucoup d'énergie, c'est qu'il faut trouver des écoles vite, il faut retravailler vite si on veut retravailler, il faut s'installer rapidement, parce que si on redéménage au bout de 2 ans, il n'est pas question de rester dans ses cartons pendant 1 an. Et donc, dans le fait d'aller vite et de se dire que ça prendra fin pourrait un peu donner le sentiment comme un enfant d'être devant un gros saladier de bonbons et de se dire il faut que j'en vienne à bout parce qu'autrement on va me le prendre. Et donc, de quelque chose de l'ordre de profiter en tous les cas et de venir se saisir de ce qui nous est donné en oubliant surtout si le couple est déjà en difficulté. Alors, il n'y a pas plus de séparation ni même dans les séparations de longue durée comme dans les armées que dans l'expatriation, que dans la vie réelle, c'est plutôt ce que je voulais dire. Il n'y a pas plus de séparation. Par contre, ça peut venir exacerber des difficultés. Donc, en effet, dans un milieu différent, avec plus d'argent, si en plus il fait chaud, qu'il y fait beau et qu'on est dans des pays où on a aussi beaucoup de personnel de maison parfois, et donc on est beaucoup plus libre, beaucoup plus à faire des nouvelles rencontres, il peut y avoir une tentation de se débrider et de se dire j'en profite avant le retour et de le vivre comme une parenthèse. Ça, c'est des choses qui peuvent être un petit peu... alors, c'est le travail qu'on fait avec Exprime, parce qu'on accompagne avant, pendant et après la mobilité géographique. Dans le avant de quelle va être votre vie, en posant juste des questions. On n'est pas là pour faire peur aux couples, c'est très stimulant de partir, on ne va pas venir leur casser leur projet. Mais qu'est-ce qui va changer ? Qu'est-ce que ça pourrait venir changer ? Est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir des points de vigilance ? Est-ce que vous avez des peurs ? Est-ce que vous pouvez vous les exprimer ? Est-ce que... voilà, ça fait partie de la réflexion dans la décision, même si elle est déjà prise et qu'elle est très claire, sur des couples qui pourraient se dire ça va être chouette, mais peut-être un petit peu trop fragile pour nous. Il y a comme s'il n'y avait pas assez de garde-fous. Donc c'est des questions que nous, en tous les cas, on aide à se poser
pour que les choses soient enregistrées. Après, chacun va vivre comme il a envie de le vivre. Je reste encore sur le point de l'expatriation. On a une famille qui part. On a un couple avec 1, 2 ou plus d'enfants qui part. Ce qui pourrait se passer aussi, c'est qu'un des membres de la famille ne se sente pas bien. On fait quoi dans cette situation-là ? Et je trouve que là, il y a une vraie difficulté. C'est que souvent, moi, ce que j'ai pu observer, c'est que par exemple, le conjoint qui suit ne va pas trouver sa place dans cette nouvelle expatriation, malgré le côté très excitant que tu exprimes parfaitement bien, vraiment grisant de la nouvelle aventure, de l'expérience, et au bout d'un certain temps, du mal à trouver sa place. Et tu dis, attends, mon mari est super bien, mes enfants sont bien, ils apprennent une autre langue, ils se sont fait des petits copains, tout le monde semble assez heureux de cette nouvelle aventure, et moi, je ne suis pas bien. Et est-ce qu'il ne faudrait pas que l'un soit sacrifié dans la famille pour que, tout le monde soit bien, parce que ça ne nécessite pas nécessairement un sacrifice. Et tu vois, je te parle avec ce mot sacrifice à l'époque, moi quand j'étais à New York, alors que tu t'imagines, New York c'est le glamour à l'état pur, tout le monde a des étoiles dans les yeux quand tu parles de New York, c'est une chance extraordinaire d'être là-bas. J'étais dans un quartier absolument incroyable à côté de Central Park, donc il y avait vraiment, le côté paillettes était là, et pourtant au fond de moi j'étais pas bien. Et je me souviens qu'à l'époque, j'avais envie d'écrire un livre qui s'appelait « Sacrifier ». Et j'avais vraiment cette idée du sacrifice. Et je pensais que c'était ça aimer, c'était d'être dans le sacrifice. Et que pour qu'on soit bien, il fallait bien que quelqu'un se sacrifie. Et ça tombait sur moi, c'était à moi de me sacrifier. Bon, évidemment, je viens avec toute mon histoire, etc. Mais je voudrais revenir sur cette notion de quand il y en a un qui ne va pas bien. Alors là, je te parle du conjoint, ça peut être aussi un enfant qui ne va pas bien. Comment est-ce qu'on fait pour gérer ça dans une relation ? Alors, tu as raison de le souligner parce que c'est d'autant plus difficile en expatriation. J'ai envie de dire, si aujourd'hui, en France, j'ai un enfant qui ne va pas bien, j'arrive à activer un réseau souvent assez facile. J'ai mes points de repère. Je sais éventuellement à qui m'adresser, des gens qui connaissent bien. Là, en plus, on peut être dans un système culturel complètement différent, pas toujours avec des professionnels appropriés. Alors, c'est vrai qu'il y a le visio, il y a des réseaux d'expatriation, mais quand même, c'est la première difficulté, elle va être de trouver de l'aide. Deux choses. Je pense que quelqu'un qui va pas bien, que ça soit le conjoint ou un des enfants, dit quelque chose de ce que vit la personne. Ça, c'est certain. La femme, d'ailleurs, quand tu disais est-ce qu'on ne pourrait pas avoir envie d'aller voir ailleurs rien que dans le couple, c'est peut-être surtout justement quand on ne va pas bien qu'on se dit, et dans la notion de sacrifice, j'ai déjà suffisamment payé, à moi de me faire plaisir. Bon, c'est en tous les cas, à mon sens, une fragilité, donc il faut en être bien conscient. Donc il y a déjà que la personne qui ne va pas bien ou qui voit que son enfant ne va pas bien puisse demander de l'aide. C'est la priorité absolue, se faire accompagner pour que cette personne puisse dire qu'elle ne va pas bien et qu'elle s'autorise. Parce que quand tout le monde va très bien, c'est un peu difficile de dire en fait, moi je ne suis pas bien et moi j'ai envie de rentrer. Et là, ça vient exploser le plaisir familial presque. Il y aurait de la culpabilité en plus à ne pas aller bien. Donc de pouvoir le dire. Et puis cette personne, elle s'écrit dans un système. Donc, elle peut aussi venir dire quelque chose du système qui, en fait, ne va peut-être pas si bien que ça. Alors là, je vais peut-être un peu loin, mais on parle parfois d'un enfant qui ne va pas bien et qui est en fait un enfant symptôme. En fait, d'une relation où, justement, l'enfant ne va pas bien, mais parce que sa maman va particulièrement mal. Donc, si, en plus, on peut se faire accompagner au niveau du système familial, du couple, parce que quelqu'un qui ne va pas bien dans une famille a des répercussions sur l'ensemble de la famille, peut-être qu'on va se mettre à s'occuper que de l'enfant qui ne va pas bien. Et au final, c'est aussi les autres enfants qui vont souffrir. Il peut y avoir, ça peut être l'occasion aussi de reproches. Tu vois, c'est encore moi qui m'occupe des enfants. Toi, tu es dans ta prise de poste, tu n'arrives pas à voir que ton ado va pas bien. Et c'est encore moi qui porte. Et moi, on avait dit que j'arriverais à continuer mon travail et mon télétravail. Tu n'as pas l'impression de t'en préoccuper. Bon, ça peut... en fait, ça vient déséquilibrer l'ensemble du système. Donc, je dirais que la première chose, c'est s'autoriser, à nouveau échanger, et il y a des enjeux émotionnels tellement forts au sein même des familles que vraiment passer par un tiers me paraît essentiel. Un tiers qui rejoint, écoute, avec bienveillance, qui ne prend pas parti, qui ne fait pas alliance et qui va faire circuler les émotions sans que ça monte en conflit, en reproche, etc. C'est à mon avis la priorité absolue, surtout dans un cadre de déracinement
où on ne va pas avoir un soutien forcément amical, familial, peut-être une maison où on se sent bien, des lieux refuges. Donc, ça me paraît très important en tous les cas de ne pas rester seul parce que à ce moment-là, c'est la rupture. Je ne parle pas du couple, c'est la rupture émotionnelle. Ça résonne tellement en moi ce que tu partages aussi sur la culpabilité. Quand on se sent coupable, la réaction, c'est qu'on s'enferme dans le silence. On ne s'autorise pas à parler. Or, le conseil que tu nous donnes, qui est très clair, qui peut vraiment nous sauver personnellement et nos relations, c'est de s'ouvrir, de parler, d'oser le dire. Donc, merci en tout cas de nous déculpabiliser par tes mots, parce que c'est quelque chose qu'on peut ressentir, et d'autant plus, je pense, avec l'expérience de l'expatriation qui peut avoir, je parlais tout à l'heure de ces paillettes, mais plus l'environnement fait rêver, plus c'est difficile de s'autoriser à dire que c'est difficile. Et puis alors quand on a en plus la chance d'avoir des enfants, voilà, on a tous tout cet univers-là, le mal-être est inaudible par l'entourage. Et du coup, ce que j'entends aussi, c'est de parler à quelqu'un d'extérieur, quand tu dis le tiers, pas seulement à des amis ou de la famille, mais aussi à un professionnel qui peut nous entendre sans nous juger. Parce que si on s'en ouvre à nos frères et sœurs ou nos amis, ils peuvent nous dire « mais ça va, de quoi tu te plains, regarde tout ce que tu as ». Et donc voilà, donc ça c'est vraiment, en plus on se sent un peu comme prisonnier de ce mal-être. Donc ça me semble vraiment important. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus aussi sur le retour ? Parce qu'on a parlé de l'avant, pendant, et après, quels sont un peu les risques ou les difficultés pour un couple qui revient d'une expatriation, d'un voyage. Je dis voyage parce que je pense aussi à ceux qui sont partis en voyage pendant plusieurs mois. Comment ça se passe, ce retour ? C'est très bien que tu le soulignes parce qu'on en parle assez peu du retour. On parle beaucoup du pendant, éventuellement du avant avec la prise de décision. Et les retours, c'est comme si on se remettait sur les rails. En tous les cas, pour les gens qui vous entourent, vous allez vous remettre sur les rails de votre vie française. Et alors, en fait, pas du tout. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Déjà, le retour, parfois, il s'impose. Justement, peut-être parce que la famille a mesuré qu'il était temps de rentrer. Parce que c'est d'ailleurs aussi ce qu'on travaille dans l'avant, c'est est-ce que ces choix sont immuables ou est-ce qu'il peut être revu ? Donc parfois, quand elle s'impose, elle va à nouveau créer une dette. On rentre parce que tu ne vas pas bien, parce que tu ne supportes plus d'être éloigné de tes enfants, parce que tes parents sont malades. Et donc on a déjà vécu la dette, il y a déjà de la dette et on vous charge un peu plus. Donc ça doit être évoqué là, comme on a réfléchi à l'avant à ce qui génère la décision de partir et qu'est-ce qui fait qu'on doit revenir. L'origine est toujours très importante dans les relations. Donc, voir, en tous les cas, nous, on essaye de voir les couples avant le retour, dans la préparation au retour, comment se prend cette décision de retour, quelle qu'elle suscite pour vous, qu'est-ce qu'elle va générer comme changement éventuellement avec l'avant et comment elle se prépare. La difficulté du retour qu'on va retrouver surtout pour les couples, c'est un vrai, d'abord, décalage avec parfois des rythmes de vie, des qualités de vie. Quand on a vécu à l'étranger, au soleil, dans une grande maison, limite les pieds dans le sable, ou dans une ville féerique, ou en tous les cas qui bouge tout le temps, comme New York, et puis qu'on arrive à Dijon, j'ai rien contre Dijon, mais voilà, qu'on arrive dans une petite ville, il y a déjà ce premier décalage de vie, parfois de niveau de vie. On repart sur une prise de poste pour les deux, d'ailleurs, j'ai envie de dire, qui reviennent, avec des enfants qui vont devoir aussi se réadapter. Je pense à un couple que je suivais aux États-Unis où le système américain fait que les enfants sont hyper valorisés tout le temps, tout est wonderful en permanence dans tout ce qu'ils font. Ils arrivent à Paris, c'est 6 sur la feuille et revoient ta copie. Et donc, catastrophe dans la confiance en eux, ne comprenant pas ce qui se passe. Et en fait, ce couple que j'accompagnais, la mère disait, mais en fait, je revis les difficultés du début de notre expatriation où ils avaient du mal à s'intégrer, ils ne parlaient pas l'anglais, ils ont mis 3 mois à comprendre ce qui se passait autour d'eux. Et là, on se dit, ils vont revenir, ça va être beaucoup plus facile. En fait, non, pas du tout. Donc, beaucoup de décalage, en fait, parce que c'était peut-être un peu rêvé aussi encore. On est encore dans une forme de désillusion. La désillusion, elle est aussi très forte au niveau des gens qui vous attendent et qui, d'ailleurs, ne vous attendent pas. Très contents de vous retrouver, mais qui, en fait, ont continué leur vie, continuent leur rythme, et avec ceux qui reviennent comme ça d'une expérience un peu, entre parenthèses, un peu unique, le sentiment de ne pas être entendu, qu'on ne leur demande pas comment c'était, comme si la vie devait reprendre avec la famille et les amis
comme avant, alors qu'il s'est pourtant passé quelque chose dans leur vie et dans leur couple. Et donc un sentiment de décalage ou avec les proches. Donc grande vigilance aussi sur le retour, beaucoup d'énergie encore. Donc en fait, une expatriation, c'est pas que le temps, ou une séparation, c'est pas que le temps de l'expatriation, c'est vraiment un avant, un pendant, un après, avec toujours la nécessité de porter un regard juste sur ce qui est en train de se vivre, et tout en envoyant aussi tout ce qui... Alors là, j'ai l'impression de vous parler que des choses très difficiles de l'expatriation. C'est exactement ce que j'allais dire, j'allais rebondir. En fait, on s'est laissé entraîner par le fil de notre conversation et on a parlé des choses plus difficiles aujourd'hui. Mais en réalité, évidemment, il y a plein de choses extraordinaires et qui soudent aussi les liens. Je pense aussi de tout ce que ça apporte comme union au sein de la famille, au sein des enfants qui vivent une expérience, une aventure en commun. On se retrouve aussi beaucoup au sein de cette petite famille. Et donc, on passe énormément de temps ensemble. Donc ça, c'est des temps aussi qui peuvent être de très grande qualité et resserrer les liens. Il y a plein d'aspects évidemment très, très positifs. On a insisté sur les choses peut-être plus délicates pour pouvoir vraiment profiter des choses qui sont belles dans l'expatriation. Évidemment, on pourrait encore en parler pendant très très longtemps, mais je voudrais quand même revenir aussi, parce qu'on a commencé avec s'aimer à distance, mais on dit la distance, la séparation géographique. Est-ce que pour cette situation qu'on peut traverser à certaines périodes de sa vie plus ou moins longtemps, est-ce que tu aurais des conseils très concrets à donner pour qu'on puisse le traverser, que ce soit une opportunité même de s'aimer davantage, hein, qu'on l'utilise pour s'aimer davantage, plutôt que ce soit un frein à l'amour ou même un empêchement carrément. C'est peut-être la question qui me paraît peut-être la plus difficile de cette interview. Je dirais qu'à cause de la distance, il faudrait encore plus d'attention à l'autre. Plus tu es loin, moins je suis disponible pour toi. L'attention n'est pas l'attention A2T. L'attention qu'on porte à l'autre n'est pas forcément proportionnelle à la disponibilité. Elle doit être, en fait, quand elle se fait pleine et entière. Je vais te donner un exemple. Quand justement les lignes téléphoniques sont arrivées sur les bateaux, on s'est dit on va pouvoir s'appeler tous les jours, et c'était une catastrophe parce qu'en fait, moi j'étais toujours fatiguée de ma journée, énervée de comment ça s'était passé, j'avais géré les enfants, mon boulot, et donc en fait j'étais pas disponible, j'étais disponible pour faire des reproches. Mon mari, lui, enfermé dans son bateau, n'était pas du tout disponible non plus. Et donc, en fait, on a fait le choix. Mais donc, ça veut dire qu'il faut être très connecté à soi et à ce qu'on est en train de ressentir pour pouvoir dire, en fait, je mesure là, en fait, que ça se passe pas bien. D'ailleurs, je lui disais, je lui criais, fais attention à moi. Le pauvre, il était à 6000 km. Eh bien, on a trouvé, mais c'est un échange à deux, on a trouvé la solution qui était de ne plus s'appeler. Alors, c'est assez surprenant. Mais justement, on a fait le choix, alors pas de plus s'appeler du tout, mais de s'appeler une fois par semaine. C'était bien suffisant parce qu'en fait, quand je faisais le recul, quand je prenais du recul sur ma semaine et qu'il me disait « Est-ce que ta semaine s'est bien passée ?» Je lui disais évidemment oui, parce qu'en fait, même s'il y en a une qui a eu 40 et même s'il n'y avait plus de PQ et que j'ai dû faire un plein de courses à l'arrache, quelque part, on va bien, c'est dimanche soir et on va bien. Donc déjà, c'était beaucoup plus apaisé. Et lui avait pris l'engagement de fermer la porte de sa chambre, de fermer son ordinateur et d'être pleinement à moi pendant 15-20 minutes. Donc, comme on ne va pas avoir dans une séparation géographique de quantité, il va falloir être très vigilant sur la qualité. Et donc voilà, c'est plutôt ce vers quoi j'irais. Je trouve ton conseil excellent. Et d'autant plus valable avec les smartphones, on a la possibilité de communiquer H24 et alors quand on a en plus une distance, un décalage d'horaire, c'est d'autant plus compliqué. J'aime bien ton idée de dire on fait une pause et on choisit les moments où on se parle pour qu'on puisse aussi chacun vivre notre vie, parce que sinon on est tout le temps en train de penser à l'autre ou bien sur son téléphone et on n'est pas en train de vivre notre réalité. Donc et se plaindre, c'est certainement le meilleur conseil. Déjà, si on pouvait retenir ce conseil-là, moi je pense qu'il est génial. Et un conseil pour celles et ceux qui partent en expatriation ou sont en expatriation, pour que ce soit aussi une opportunité pour souder leurs liens plutôt que de les fragiliser.
Je dirais que c'est bien se connaître. Alors, mais comme bien se connaître, c'est pas toujours donné à tout le monde, et puis c'est parfois un événement de la vie qui fait qu'on commence à s'intéresser à soi. Euh, de, de bien se connecter à ce qu'on ressent, aux clignotants qu'ils nous ont donnés, pouvoir les repérer, parfois avec un peu d'aide, mais s'autoriser, en tous les cas, je crois que c'est un peu comme toutes les difficultés de vie, s'autoriser, malgré le fait que c'est un peu excitant, à trouver ça difficile. Pouvoir échanger avec des gens qui ne vont pas être dans le jugement et qui, en effet, ne vont pas vous dire « mais tu as tellement de chance, arrête de te plaindre ». Et ne pas hésiter à demander une aide extérieure, un accompagnement, sans attendre que ça aille trop mal et que cette dette, qui ne sera en fait évidemment jamais remboursée, mais ne laisse pas des traces indélébiles au sein des relations. Sophie, je suis un peu émue de t'écouter parce que je me dis que j'aurais tellement voulu te rencontrer il y a quelques années. Non mais vraiment, parce que j'ai manqué de tes conseils, de ta réflexion, en fait d'éveiller nos consciences à tous ces défis. Et puis, moi j'ai vécu ces premières années dans de vraies souffrances intérieures qui ne se disaient pas, justement. Et je trouve que c'est très, je te disais tout à l'heure, très apaisant et très libérateur de pouvoir parler de ce sujet-là ensemble. Et les clés que tu donnes, elles sont concrètes. Et moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a des solutions. Il y a vraiment des solutions. Et puis d'être très connecté à soi aussi, de bien sentir au fond de soi, est-ce qu'on est bien dans ce qu'on choisit aujourd'hui. Mais tu vois, ça renvoie à des choses très très profondes, parce que comme tu dis, on revient avec toute son histoire et pourquoi est-ce qu'on choisit de partir. Ça renvoie à mon avis à des choses psychologiques, de notre histoire familiale. Je parlais tout à l'heure du sacrifice, mais évidemment que moi j'ai été nourrie de valeurs sacrificielles depuis que je suis petite, donc ça me semblait être ça l'amour. Aimer, c'est se sacrifier pour l'autre. Donc j'avais aussi des conceptions de l'amour qui sont évidemment très problématiques. Bref, tout ça pour dire que non seulement je te remercie pour ce que tu dis aujourd'hui, j'ai une petite émotion en me disant que j'aurais voulu entendre ça plus tôt. Et tu sais, j'ai souvent cette tradition dans ce podcast de demander à aux personnes que j'interroge s'il y a une chose qu'elles auraient bien voulu entendre plus tôt, qu'elles ont comprise ces dernières années. Ce serait laquelle? Un message que tu voudrais faire passer à toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, ce serait quoi? Alors, c'est très personnel. Donc, c'est un conseil que j'aurais aimé qu'on me donne, mais qui est propre à Sophie, qui est cesse de t'adapter. Écoute-toi. Voilà. J'espère que ça résonne dans vos cœurs, ce que nous partage Sophie. Merci infiniment. Merci d'abord de nous partager tout ça aujourd'hui et merci pour ton travail. On peut te retrouver avec ton associé Aude. Vous êtes en train de monter un projet vraiment fabuleux pour justement répandre cette bonne parole dans les entreprises, dans les institutions qui envoient des couples à l'étranger, et puis pour celles et ceux qui sont séparés géographiquement souvent à cause de réalités professionnelles. Donc merci beaucoup. On va suivre Exprime, qui est votre entreprise, et puis on aura l'occasion, c'est assez certain, de retravailler ensemble pour justement proposer des solutions comme celle que tu viens de nous confier, et bien plus encore. Merci beaucoup Sophie. Merci Thérèse pour ce moment très intense. Merci. Si vous désirez l'amour durable, retrouvez toutes les propositions de SEM sur notre site internet sem.co et sur nos réseaux sociaux Instagram et Facebook. Si vous êtes un professionnel du Love Care, rejoignez la communauté SEM. Et pour semer avec nous cette vision de l'amour, mettez un avis ou 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute pour soutenir ce podcast. Venez signer notre manifesto et surtout, parlez de SEM autour de vous. Parlez-en à vos amis, à vos familles, à vos collègues qui ont tant besoin d'être outillés et accompagnés pour vivre leur désir le plus profond, aimer et être aimé durablement. Ensemble,